Bonjour à tous. Je vous propose qu'on ouvre cette nouvelle séquence sur le plateau de la WineTech consacrée à une question évidemment importante dans un salon international comme Wine Paris, qui est l'impact de la tech sur la filière vin et spiritueux à l'export. On sait que on est dans un contexte, en tout cas si on regarde le marché français et globalement les marchés producteurs, qui n'est pas extrêmement positif en termes de tendance et que logiquement de très nombreux producteurs, grands ou petits, sont à la recherche finalement de relais de croissance, notamment sur les marchés export. On sait aussi que l'export, c'est pas un long fleuve tranquille. D'abord, c'est pas un sprint, en général, c'est plutôt une course de fond. Et puis, c'est pas un long fleuve tranquille parce qu'il faut évidemment identifier les bons marchés, il faut définir les bons produits pour les bons marchés, il faut identifier les bons partenaires commerciaux, il faut les fidéliser. Il faut aussi piloter une chaîne logistique à laquelle on demande d'être toujours plus performante et toujours plus vertueuse. Il faut évidemment aussi pouvoir s'assurer un minimum de contrôle et de maîtrise du processus commercial et de sécurisation du processus commercial. Donc ça pose plein de questions. Et donc aller à l'export, c'est pas si simple et il y a plein de leviers finalement à activer. La question qui se pose évidemment, c'est comment la tech peut nous aider à faire tout ça. Et pour en parler aujourd'hui, on a donc la chance d'avoir 4 experts. Fabrice, bonjour. Fabrice, tu diriges Vino Virtual, qui est en fait un outil de prospection digitalisée dont tu vas nous parler évidemment. Yann, bonjour. Yvan, pourquoi à chaque fois je t'appelle Yann? Yvan, bonjour, tu diriges Hildebrand France, pardon. Donc commissionnaire de transport, leader sur l'univers vin et spiritueux. Évidemment, tu vas pouvoir nous éclairer sur l'impact de la tech sur l'activité logistique. De la même manière que Marjolaine, toi qui as cofondé Vignoble Export, qui est aussi commissionnaire de transport, mais alors en intervenant plutôt sur des plus petites quantités et des plus petits volumes. Tu vas aussi nous donner ton regard sur cet impact de la tech sur la filière. Et puis enfin, on a le plaisir et la chance d'avoir un banquier avec nous, et pas n'importe lequel. Eric, bonjour. Tu diriges la filière vin au Crédit Agricole Aquitaine, et évidemment tu donneras ton regard, toi, d'homme des chiffres, d'homme de la finance, mais pas seulement, sur l'impact de la tech sur l'activité export de tes clients. Et pour commencer cet échange, moi j'ai envie de vous demander à tous individuellement comment finalement les évolutions technologiques ont soit contribué à définir votre modèle de service, soit ont contribué à renouveler votre modèle de service, voire votre business model. Et j'ai envie de commencer avec toi, Fabrice, puisque c'est vraiment au cœur de ton modèle aujourd'hui, le digital. Oui. Bonjour à tous, merci Harold. Oui, en effet, il y a une petite histoire, c'est qu'en 2020, vous vous souvenez ce qu'on a vécu. Et donc là, c'est poser la question de savoir comment on pouvait atteindre des marchés dans cette situation. Enfin, moi, je voyais certains clients que j'accompagnais à l'export qui avaient des grandes difficultés d'accès au marché. Et l'idée était de savoir s'il était possible de trouver un système facilitant les échanges, facilitant la mise en relation. Donc c'est là qu'est né le projet Vino Virtual. Après, un concours de circonstances, puisque en l'occurrence j'ai assisté à un salon virtuel où je déambulais dans des allées virtuelles devant mon PC, en créant un avatar, etc. Et donc l'idée est venue de dire est-ce qu'on ne peut pas virtualiser des relations, des salons, etc. Donc le projet Vino Virtual est né de cela. Et ayant une expérience de 15 ans dans la filière, notamment par rapport à la notion de prospection et de salon, l'idée était surtout de miser sur le matching. Donc à quoi ça correspond? C'est-à-dire qu'un vigneron, un producteur souhaite mettre en avant ses produits. Il dispose d'une vitrine en ligne, d'une vitrine virtuelle, qui met en avant vraiment l'essentiel et des informations qu'attendent les acheteurs. Donc ça, c'est vraiment notre force, c'est savoir ce qu'attendent les acheteurs. Et à partir de là, il dispose aussi d'un agenda qui lui permet de prendre rendez-vous avec des acheteurs. De l'autre côté, l'acheteur lui aussi renseigne des profils qui sont importants pour le producteur de savoir, notamment quel est son positionnement, sa zone de distribution, quelle est sa taille. Voilà ce genre d'éléments qui lui permettent ensuite le producteur de prendre rendez-vous aussi. Donc dès lors que chacun est en phase et qu'on a un intérêt commun sur ces critères, et bien en fait, il y a, dès lors qu'il y a un match, une visio de 25 minutes qui a lieu. Donc ceci a effectivement permis grandement de créer des affaires d'une nouvelle façon, puisque évidemment, on est, nous, très attachés dans la filière au côté humain, au côté organique, et on se rend compte qu'aujourd'hui, on peut faire des affaires d'une autre manière,
dès lors qu'on comprend qu'en fait, selon nous, l'achat de vin, c'est 3 choses, c'est 3 piliers. C'est acheter, bien entendu, un produit, ça c'est un, mais avant tout, on achète surtout une relation, on achète un plaisir, quelque chose. Et il y a bien sûr le prix. Donc ça fait 3 éléments. Nous, on en traite 2. Et en fait, le fait de travailler de cette manière, on travaille vraiment la qualification, puisque on est sûr de se rencontrer parce qu'on a un intérêt commun par ces critères. Et 2, on a fait 2 éléments sur les 3 qui sont en l'occurrence la relation et le prix. Donc on est sur l'ultra qualification, ce qui aide dès lors qu'on a un niveau de connaissance à l'export de pouvoir atteindre et faire des ventes. Ça marche. On se reparlera un peu de prospection commerciale digitalisée tout à l'heure. Yvan, j'y arrive aussi. Yvan, du coup, la tech, c'est un très vieux métier, la logistique et le transport. Comment la tech transforme votre activité aujourd'hui ? Alors nous, déjà, on est le dernier maillon dans la chaîne. Hein. C'est-à-dire que souvent, on oublie que la logistique, elle est quand même essentielle, parce que si vous ne tenez pas compte de la logistique, tous les efforts que vous aurez faits en amont, ils seront vains quand la bouteille arrivera sur la table du consommateur. Alors nous, on est soumis aujourd'hui à beaucoup de pression. Pourquoi ? Parce que le client, comme le producteur, est en attente de beaucoup plus d'informations, et la tech va nous aider à apporter ces informations. Donc, l'une des premières attentes, elle est sur la traçabilité. Donc nous, en tant que logisticiens, on doit prendre en charge cette traçabilité, garantir au producteur que son produit conserve ses qualités jusqu'au bout. Le deuxième élément sur lequel on a beaucoup de pression, c'est la décarbonation. Parce que si on n'arrive pas à trouver des solutions, tout le monde, ou au contraire, pas tout le monde, mais le consommateur final se posera des questions pour aller consommer local et pas exporter ou pas aller acheter des vins qui viennent de loin. Et puis le troisième point, c'est l'aspect documentaire. Puisque nous, en tant que commissionnaires en transport, mais également en douane, on doit faire circuler l'information relative à la marchandise. Donc la digitalisation est essentielle et donc la tech vient beaucoup nous aider sur cet aspect-là. Donc oui, il y a une évolution, c'est un très vieux métier comme tu le disais, mais il y a une évolution qui est forte et qui est nécessaire par rapport à l'évolution de notre monde. Très bien. Marjolaine, toi aussi qui es commissionnaire en transport, j'imagine que tu as à peu près les mêmes enjeux, mais peut-être qu'au regard de la spécificité de l'activité de Vignoble Export, tu as un regard un tout petit peu différent sur la façon dont ça a impacté votre modèle ? Alors, bonjour, merci. Oui, alors nous, à une autre échelle que Kilbrand Gory, on est sur la commission de transport, mais spécialisée dans les petites quantités. Donc, on parle d'échantillons, e-commerce et œnotourisme. Et effectivement, comme le dit Yvan, on est la dernière marche jusqu'à la bouteille, enfin jusqu'à l'arrivée de la bouteille chez le consommateur final. Donc, si l'expérience est ratée de notre fait, tous les efforts au préalable sont vains. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en relation des sociétés viticoles et des transporteurs et des prestataires de services de transport. Et on a, dès le début, très rapidement, digitalisé cette relation pour répondre aux besoins de nos clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via cette application qu'on a développée. Et on agrège des services complémentaires sur notre application pour répondre à ces besoins et pour être capable de se connecter aux outils en ligne de nos clients. Très bien. Donc, et on voit bien qu'en fait, cette application, elle était centrale dans le modèle même de Vigny Export dès le début, quasiment. Elle était essentielle parce que, bien que ce soit pas shiny, justement, en fait, en digitalisant toute la chaîne de transport, on garde beaucoup de temps pour nos équipes, pour être à l'écoute de nos clients, répondre à leurs questions, à leurs enjeux, leur construire des solutions vraiment clés en main et parfois gants blancs pour répondre à leurs besoins, qu'il s'agisse d'échantillons ou d'une livraison d'une caisse d'une très très grande valeur. Super. Eric, je me tourne vers toi. J'imagine aussi que les développements, les nouvelles opportunités générées par les développements techniques ont un impact sur l'activité d'un banquier et sur les services qu'on peut proposer, notamment dans le cadre de stratégie export de tes clients. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et tous. En fin de compte, la banque, elle se nourrit au quotidien
de l'innovation, de la technologie. Et la banque, c'est le pouls de l'économie, et donc elle suit toutes ces innovations. Pour un viticulteur, souvent on le dit, vendre c'est bien, c'est indispensable d'ailleurs. Être payé, c'est mieux, c'est quand même le but. Préserver l'argent qui rentre sur ses comptes, c'est aussi aujourd'hui indispensable, puisqu'on le voit bien, ces nouvelles technologies, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elles ont créé plein d'innovations, ça nous permet de sécuriser les règlements. Le deuxième point, ça nous permet de fiabiliser les clients, ces clients et le versement, et de savoir si vous n'êtes pas trompé. Le troisième, c'est, attention, il ne faut pas l'oublier, c'est que le monde a changé et qu'aujourd'hui, si je parlais de préserver l'argent qui est arrivé sur ses comptes, c'est que cette nouvelle technologie a fait qu'il faut absolument sécuriser toute la data que l'on envoie, toute la data que l'on transmet à tous nos clients, et bien vérifier qu'en fin de compte, celui qui donne l'ordre est vraiment son propre client, et de préserver, de prendre toutes les assurances pour se préserver le cash. Donc oui, on se nourrit de cette technologie, et ensuite il y a tous les moyens qui existent et qui sont de nouveaux moyens d'accélération des règlements, parce que derrière tout ça, la finance, c'est financer son besoin en fonds de roulement. Quand on va à l'export, c'est pas quelque chose qui s'invente, donc il faut le financer, il faut le prévoir. Ensuite, il faut sécuriser tout ce que l'on... Et donc, derrière ça, pour le sécuriser, il existe une multitude de nouvelles offres, que sont les lettres de change, les crédocs, qui permettent de s'assurer avec les transporteurs que le produit a bien été acheminé au bon client et qu'il est en adéquation avec ce que le client attend. Et donc, derrière, on a l'assurance d'avoir un paiement. Donc, tout ça, ça existe. Et c'est des innovations qui ne cessent de s'améliorer pour accélérer le business, en fin de compte. Oui, justement, je rebondis là-dessus. Tu disais vendre, c'est bien, être payé, c'est encore mieux. Est-ce que tu as le sentiment que dans un système d'échange qui se digitalise, et on pourra en reparler avec Fabrice, cette question finalement de la sécurisation de la qualité des partenaires commerciaux, c'est quelque chose qui se pose avec une acuité nouvelle pour toi? Oui, alors, à plusieurs titres. Elle aurait dû déjà se poser depuis toujours. Donc, sauf qu'aujourd'hui, oui, on a une nécessité, de par les réglementations déjà, de pouvoir connaître son client, de pouvoir remonter, de connaître l'actionnaire de son client pour savoir avec qui on parle. Et donc oui, ça s'est accéléré, parce qu'en fin de compte, l'accélération du règlement et la facilité de paiement fait qu'aujourd'hui, on a des réglementations interbancaires, des réglementations qui descendent de l'état de vérification des lois anti-blanchiment, de vérification de tout le process de due diligence de conformité, qui fait qu'on a une accentuation réelle de la connaissance parfaite de son client, que l'on doit avoir, mais c'est ça qui n'est pas toujours, mais que vous tous devez parfaitement avoir aussi. Donc ça contribue tout ça à l'assurance et la sécurisation. Après, quand on veut faire du business, des fois, c'est pas toujours simple d'aller poser toutes ces questions-là. Et c'est là où les nouveaux outils doivent aider. Alors justement, Fabrice, c'est quoi un salon virtuel? Ça marche comment et en quoi c'est différent d'un salon physique? Oui, alors j'avais commencé un petit peu à m'étendre, et je m'en excuse juste avant. Le principe, c'est vraiment de miser sur la qualification. C'est surtout ça le principe. C'est d'aider à faire gagner du temps à tous sur la recherche de contact des deux côtés. On entend des acheteurs qui, eux, sont ravis d'être présents sur les salons physiques, et heureusement, on a le rapport au produit, mais ça prend du temps de chercher des références en amont. C'est ça le sujet. Et par le digital, on peut justement, par un système de filtre,
gagner du temps sur la qualification et la recherche de contacts. Et ça, c'est Tu es en vraiment... train de nous expliquer donc que les salons virtuels ne vont pas tuer les salons physiques. Absolument pas, c'est complémentaire. Ça vient même en amont, je dirais, des salons physiques, parce que la finalité, c'est de se rencontrer, c'est de partager, c'est d'avoir une relation. Donc cette relation peut avoir lieu par téléphone, peut avoir lieu par email, mais WhatsApp, de plus en plus, et quasi maintenant exclusivement partout, mais aussi donc par ce biais. Donc non, c'est l'humain reste central. Et nous, c'était d'ailleurs notre pari, c'est le fait de dire qu'on mise davantage sur l'humain. Et c'est pourquoi on a dit, on oblige d'avoir des visios pour justement enlever cette barrière du digital. Donc ça, c'est vraiment important. Alors effectivement, du coup, ça peut amorcer des contacts qui peuvent se concrétiser derrière, par ailleurs, sur un salon. Mais des fois, on a besoin aussi de réagir plus vite. Et c'est là, en fait, Marjolaine, que par exemple, toi, tu peux intervenir assez facilement avec Vignoble Export sur la capacité finalement à mettre entre les mains d'un acheteur potentiel, d'un prospect, les vins du producteur. Mais une fois qu'un vigneron a participé à un salon virtuel, a fait des échanges avec un prospect, s'ils se sont pas rencontrés, si le prospect en question n'a pas dégusté les vins sur un salon, il faut bien lui mettre à disposition des échantillons pour les goûter. Et c'est là qu'on peut intervenir en leur proposant des solutions pour livrer selon les échéances les échantillons chez tous les prospects qu'ils auront pu contacter. Tu évoquais tout à l'heure spontanément la question du e-commerce. On sait que souvent le e-commerce, aujourd'hui, il est encore largement confiné dans des frontières nationales. Il y a des contre-exemples, mais c'est quand même beaucoup ça. Est-ce que tu as le sentiment qu'on va vers des solutions qui vont permettre de développer un e-commerce, d'ailleurs avec une cible consommateur ou une cible professionnelle, qui va dépasser les frontières nationales? Est-ce que ça peut devenir, le e-commerce, un levier d'exportation? Nous, c'est là-dessus qu'on travaille essentiellement avec nos camarades Eurotax ici. Donc pousser les frontières au sein de l'Union européenne, en tout cas pour permettre aux viticulteurs de commercialiser en toute légalité leurs bouteilles dans un certain nombre de pays au sein de l'Union européenne et d'étendre leur zone de chalandise en toute légalité. Ok, donc ça, on va y arriver. Nous, on est prêts. Hein. Bon, impeccable. Juste pour peut-être reboucler sur cette dimension de prospection, on sait que c'est bien d'aller à l'export, qu'il y a un certain nombre de marchés puissants, importants, de marchés matures, mais certains de ces marchés matures montrent eux aussi des petits signes de faiblesse. Est-ce qu'on peut imaginer, je me tourne vers toi Fabrice, que des outils techno vont nous permettre demain aussi de faciliter l'ouverture et le développement de marchés qui sont aujourd'hui pas des marchés matures? Oui, c'est vrai que encore une fois, par cette notion de filtre qui permet de qualifier. Enfin, je suis désolé, c'est vraiment le mot clé. Hein, c'est ça l'avantage du digital sur cette question. J'ajouterais un autre point qui, justement, l'avenir selon nous, c'est qu'on peut utiliser le digital pour créer de la formation, créer du contenu, augmenter le niveau de connaissance des vignerons, des producteurs, leur permettant d'accéder mieux au marché. Donc ça, c'est ce que notamment nous développons chez Vino Virtual. C'est un club export, en fait, le Vino Club Export en l'occurrence. Et le principe, c'est d'utiliser le digital avec une communauté permettant d'assurer des échanges permanents toute l'année, mais aussi de pouvoir s'échanger des bonnes pratiques, des conseils. Donc moi-même aussi qui est là pour donner de l'information et du coaching, alors là plus personnalisé. Mais c'est vrai que tous ces points sont vraiment essentiels car accéder à l'export c'est très bien, mais il faut être prêt. Et on voit que nombre de producteurs n'ont pas ces compétences et il faut donc leur apporter ce canevas leur permettant ensuite d'utiliser l'existant pour travailler. Avançons un peu, on a parlé donc de la prise de contact, de la prospection, puis à un moment donné, il faut envoyer des bouteilles, que ce soit des échantillons d'ailleurs, des bouteilles ou d'autres formats d'ailleurs, que ce soit des échantillons ou des gros volumes. Il y a un mot qui a été spontanément évoqué dès l'introduction, c'est la notion de traçabilité. On imagine bien qu'effectivement, le digital va permettre d'accélérer, de développer, d'améliorer la traçabilité des vins, des lots, des spiritueux qui sont expédiés de par le monde. Je me tourne évidemment vers toi, Yvan. Oui, alors la traçabilité, ça veut tout dire et rien dire. Mais la traçabilité, c'est assez ancien. Et au début,
ce qu'on voulait faire avec la traçabilité, c'était sécuriser un produit. Donc on voulait le suivre pour le sécuriser. Et puis après, il y a eu une évolution, c'est-à-dire qu'on voulait le tracer pour être sûr qu'il était authentique, du début à la fin. Et aujourd'hui, on est plus loin, on est dans un respect de la chaîne logistique. Donc la traçabilité, c'est aussi garantir aux consommateurs que le produit a été conservé de bonne façon, qu'il a été transporté de bonne façon. Donc aujourd'hui, la blockchain, elle va apporter des réponses à ces différents éléments parce qu'on va pouvoir apporter une garantie aux consommateurs sur tous ces besoins qu'il y a au niveau de la traçabilité. Alors on a d'ailleurs au niveau de la WineTech, WineInBlock qui est spécialisé là-dedans, et c'est intéressant de voir justement les outils qui se développent au niveau tech pour assurer et garantir cette traçabilité. WineInBlock, vous pouvez nous dire un mot, puisqu'on parle de blockchain et vous êtes un peu les experts. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire, la blockchain, pour l'export ? Alors, plusieurs choses. Effectivement, Yvan parlait de traçabilité. Alors, la blockchain permet de sécuriser en fait toutes les transactions au niveau de la traçabilité des vins du producteur jusqu'au consommateur. Donc ça permet déjà une chose. On parle, Yvan et Marjolaine en parlaient tout à l'heure aussi, il y a la question de la traçabilité de la qualité. Donc WineInBlock propose un petit boîtier électronique qui permet de tracer les températures et l'hygrométrie des vins pendant leur transport et leur stockage. Donc là aussi on est dans la traçabilité, mais là pour autant de la qualité. Et ça rejoint un autre sujet aussi, hein, c'est le sujet de comment je fidélise mes clients à l'export en leur apportant du service. Et je pense que tous ensemble, finalement, on apporte chacun à notre niveau un service top qui va créer un lien de confiance avec le consommateur final. Oui, la confiance, c'est effectivement une notion assez fondamentale quand on fait du commerce. Il y a un autre point qui est de plus en plus fondamental dans la problématique du commerce, mais globalement dans toute notre activité, dans toute l'économie, c'est la question environnementale. Et là, j'ai envie de vous poser la question, en me tournant d'abord à nos commissionnaires de transport. Est-ce que la tech va nous permettre de faire de l'export plus vert ? Alors, le transport vert, ça n'existe pas. Hein, je suis désolée. On aura beau faire tout ce qu'on veut, le transport vert, il n'existe pas. Et on est les premiers concernés. Hein. On est d'accord, Yvan, le transport, c'est le principal vecteur. On va essayer de travailler tout court quand même. Mais pas vert. Alors, faut pas faire du greenwashing, quoi. Ouais. Mais un peu moins marron, alors, disons. Un peu moins marron. Mais on est d'accord que le transport, c'est le plus gros impact pour l'empreinte carbone dans le monde. En volume, oui. En volume, si oui. on ramène à l'unité, je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, mais... Si on ramène à la tonne, au kilomètre parcouru, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, on a quoi comme solution ? Soit on dit on arrête de faire du transport, on fait que... Le danger, il est là, justement. Hein. Tout ce qu'on entend actuellement, c'est consommons local. Consommons local. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous exportez vos produits, vous n'êtes pas vertueux. Donc nous, l'enjeu au niveau du transport, que ce soit sur les petites quantités ou sur les quantités plus importantes, c'est de trouver des solutions pour décarboner au maximum. Parce que si on n'arrive pas à décarboner, c'est vos produits qui seront impactés. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que tous les produits ne seront pas impactés. C'est-à-dire quand on est sur des produits qui sont considérés comme du luxe, le consommateur, lui, va rechercher la traçabilité absolument. Et donc la tech va nous amener, ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à la blockchain, les réponses souhaitées. L'aspect environnemental, ça va être un peu secondaire. Mais par contre, quand on est sur des produits qu'on va qualifier de plaisir, produits plaisir, ou alors quand on va parler de produits qui sont des ingrédients, donc des vins de base, eh bien là, l'aspect environnemental est primordial. Parce que si demain on n'arrive pas à trouver des solutions, eh bien ces produits, ils vont être restreints dans leur export ou carrément disparaître. Donc pour nous, c'est vital de trouver des solutions par rapport à la décarbonation. Donc déjà, il y a un sujet au niveau de la tech. Voilà, la tech, comment elle peut nous aider ? Donc, c'est sûr que la décarbonation, on pense tout de suite à l'énergie. Hein, c'est vrai qu'il faut aller trouver des énergies plus propres et tout le monde travaille sur cet aspect-là. Néanmoins, je pense qu'il faut, et ce qui est important et ce qu'on voit se développer, c'est quand même les calculateurs carbone. Donc les calculateurs carbone vont quand même donner une vision précise de ce qu'il en est. Et en choisissant les différentes options de transport, en fonction des quantités qu'on transporte, en fonction des contraintes qu'on va avoir, on va essayer d'aller limiter l'impact carbone.
Donc ça, c'est un point qui est quand même essentiel, c'est la précision de ces calculateurs carbone. Et ça, la tech va évoluer et va nous amener des choses de plus en plus précises, parce qu'aujourd'hui, si on prend un calculateur carbone, la plupart travaillent sur des moyennes. Donc ils vont travailler sur je vais dire un Le Havre-New York, ils vont travailler sur la moyenne qui est produite sur Le Havre-New York pour telle catégorie de navire, quel que soit l'âge du navire. Et demain, la tech, elle va nous permettre, à mon sens, d'avoir une précision sur le navire en question et de permettre à chaque utilisateur, à chaque exportateur de choisir, ou l'importateur plutôt, parce que c'est souvent lui qui paye, de choisir le navire qu'il veut prendre et choisir la chaîne logistique qu'il veut avoir pour avoir soit une empreinte carbone minimum, soit s'il en a moins l'envie, aller chercher quelque chose qui est traçable et qui est rapide. Mais donc la tech va quand même amener cette possibilité-là à tout un chacun de choisir et de voir l'impact qu'il a. Très bien, et on parle de choix. On sait qu'il y a de grands types de containers pour le transport du vin notamment. J'ai appris ça en préparant cet échange, les reefers et les dry. Et du coup, la tech va nous aider à optimiser l'usage des reefers et des dry, sachant que évidemment les reefers sont beaucoup plus gourmands en termes de bilan carbone. Alors c'est ça la problématique à laquelle on fait face, c'est le réchauffement climatique. Donc réchauffement climatique, si on veut respecter les produits, si on veut respecter les vins, on est obligé de prendre des containers à température dirigée. Alors sur les petits trajets, ça n'a pas un impact fort, mais dès qu'on part sur l'Asie, dès qu'on part sur les US, sur l'intercontinental, il faut qu'on protège nos vins. Donc comme tu le disais, c'est soit un container sec, c'est-à-dire une boîte en fer, soit un container reefer, c'est-à-dire un container à température dirigée où on va protéger le vin. Donc là, ce n'est pas vertueux. C'est pour ça que nous, on a travaillé, on a mis en place une solution, alors on n'est pas les seuls dans la profession, un liner. Donc le liner va permettre d'être mis dans un container sec et va permettre de réduire les chocs thermiques. Donc on va même enlever les chocs thermiques et on va avoir une progression de la température, mais qui est légère et qui va être complètement absorbable par le vin sans aller le percuter. Et là, au niveau impact CO2, on est bien meilleur, parce que finalement, l'impact qu'on va avoir, c'est celui d'un container dry. Donc c'est important aussi, la tech va nous aider une fois de plus à mesurer et à réfléchir sur quelles alternatives on peut offrir par rapport à des produits qui sont très impactants comme le reefer. Ouais, ce que tu m'as expliqué un peu plus tôt, c'est aussi la capacité finalement par la data et par la bonne connaissance des conditions climatiques sur les routes, finalement à faire des choix qui soient des choix complètement instruits sur les modalités de transport. Alors tout à fait, nous on a développé un produit qu'on appelle Vinroute. C'est une database et on a les températures sur toutes les routes maritimes mondiales sur les 40 dernières années. Donc finalement, c'est l'intelligence artificielle qui va aller chercher, va aller puiser dans la data par rapport à un transport qui est demandé et qui va aller regarder quels sont les maxi, les mini sur cette route complète et qui va venir alerter l'opérateur et donc le client aussi sur le risque qu'il prend en prenant par exemple un container dry sur le transport. Donc c'est aussi des outils qui vont continuer à se développer et qui permettent de faire des choix pertinents. Et je pense que la tech, elle est là aussi pour permettre de prendre des choix pertinents et au moins d'être au courant de tous les impacts qu'on peut avoir et toutes les options qui existent. Marjolaine, toi, chez tes clients et d'ailleurs chez les clients de tes clients, est-ce que c'est un sujet que tu sens de plus en plus pressant, le sujet de la vertu environnementale du transport ? Nos clients, c'est des viticulteurs. Donc le réchauffement climatique, ça les impacte directement. Et d'un autre côté, alors on peut faire le choix de dire faut arrêter de transporter les marchandises, il faut faire que des ventes locales, ou alors on peut dire est-ce qu'on peut proposer des alternatives à nos clients et réduire la part du transport aérien. Donc sur les envois d'échantillons, d'e-commerce et de nos tourismes, on est sur des petites quantités et malheureusement pour ma paroisse, c'est effectivement principalement du transport aérien. Donc on en parlait tout à l'heure. Notre volonté à nous, c'est de réduire progressivement cette proportion pour privilégier des moyens plus vertueux, plus, j'aime pas dire verts, mais plus respectueux. Moins impactant. Moins plus impactant, économe. merci. Pour donner le choix en fait à nos clients
qui eux-mêmes sont les premiers concernés, enfin parmi les premiers concernés par ce réchauffement climatique, et leur dire voilà les options qu'on vous propose. Donc aujourd'hui, on est capable de proposer effectivement une livraison en 24-48 heures en avion, ou alors en service routier quand c'est des livraisons qui sont intracontinentales, on va dire. On est en train de rajouter effectivement aussi du transport en maritime, en chargeant dans les conteneurs d'Île-Brande-Gory, qui sont en température dirigée. Mais c'est toujours mieux que de l'avion. Ou pas. Ou pas. Mais en tout cas, nous, on charge dans des conteneurs thermorégulés. Et peut-être un jour, et c'est une volonté commune aussi, d'intégrer du transport à la voile pour permettre à nos clients de se dire prenez vos responsabilités et faites votre choix en conscience. Donc avec la voile, on est dans la rétro-innovation en fait. Oui, on peut dire ça comme ça. Moi, je crois en la voile, mais sur les petites quantités. Parce que sinon, il va falloir une armada de voiliers pour transporter l'équivalent de ce qu'on transporte sur un conteneur. Néanmoins, c'est une solution qui est verte, alors qui peut être verte. Parce que c'est vrai qu'on a des solutions aujourd'hui qui sont proposées par des compagnies véliques, eh bien, où finalement le gain en carbone, il va pas être si important que ça, puisqu'on va sortir du port avec le moteur, puisqu'on va passer derrière en voile, et puis qu'on va revenir en moteur, ou s'il y a du mauvais temps, eh bien, on va être obligé de passer en moteur, donc c'est pas si vertueux. Par contre, il y a des compagnies qui proposent des solutions très vertueuses. Et puis dans le transport, il ne faut pas oublier qu'il y a une partie routière, hein. Il n'y a pas que le maritime. Donc la partie routière, elle doit être vertueuse aussi. Donc la voile, voilà, c'est qu'une partie du transport. Néanmoins, D'où l'intérêt de pouvoir mesurer de manière Absolument. fine la vraie empreinte carbone et non pas une moyenne. Dernier levier peut-être, c'est aussi bien d'optimiser le remplissage des containers, tout simplement. C'est un sujet quand même. ah oui, c'est un sujet. C'est un sujet parce que c'est vrai que par le passé, on a expédié des containers qui étaient remplis à 60%. Donc l'empreinte carbone, elle est beaucoup plus importante parce que vous répartissez moins au colis que si vous avez rempli un container de manière optimale. Donc là, la tech, elle va aider aussi. Donc quand on est producteur ou maison de vin ou de spiritueux, on a un nombre de références qui est assez limité, même s'il est large, hein, c'est sûr, mais il est assez limité. Donc aujourd'hui, vous avez des produits qui vous permettent de calculer la manière d'optimiser vos containers, la manière de constituer vos palettes. La problématique qu'on a, nous, c'est qu'on a un mix de produits qui est très, très, très important. Et quand on découvre le format des produits, quand ils arrivent dans l'entrepôt. Donc, la tech aujourd'hui, elle a ses limites et l'optimisation du chargement du conteneur, ben c'est plutôt l'homme qui le décide au dernier moment. Mais moi, je suis persuadé que la tech, elle va amener des solutions pour l'avenir, notamment en scannant, par exemple, les palettes à l'entrée. Et j'espère bien qu'un jour, on va arriver à scanner, compter le nombre de colis, ce qui permettra d'éviter les litiges sur le nombre de colis. Et puis de dire aussi, voilà, les formats qui sont en position, qui sont en place sur chaque palette et comment on peut optimiser le container. Donc là aussi, moi, j'attends beaucoup de la tech sur l'avenir pour pouvoir optimiser ces containers et pour pouvoir réduire l'empreinte carbone comme ça aussi. Parce que l'empreinte carbone, c'est une fois de plus, c'est pas que l'énergie, hein. C'est la manière dont on fonctionne tous. Et au niveau du transport, c'est vraiment l'optimisation du container. Avançons un peu. Les containers, les lots arrivent sur le marché visé et va se poser assez vite et quasiment immédiatement la question du dédouanement, la question de la gestion administrative. On sait que ça peut vite être très très compliqué puisqu'en plus il y a des législations nationales différentes sur tous les marchés. Là encore, est-ce que les outils techno nous permettent de fluidifier cette étape qui franchement peut un peu faire peur pour un phobique administratif comme moi ? Alors oui, la digitalisation, on l'a vu, on râle tous régulièrement après la douane, mais il faut dire que la douane française a fait énormément d'efforts pour aller vers la digitalisation. Et puis ce qu'on sait moins, donc les documents ont été digitalisés, les documents d'accompagnement. Donc certains vont dire oui, mais là c'est la galère parce qu'on n'arrive pas à les apurer, parce que ceci ou cela, mais là on parle d'exception. Malgré tout, le process fonctionne bien. Et puis, la digitalisation et la tech ont été vitaux à un moment donné, c'est le Brexit. Parce qu'au moment du Brexit, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des reportages dramatiques qui passaient à la télé avec des files de camions. Bon, ça a été une vraie galère à ce moment-là.
Mais imaginez qu'il y a entre 10 et 14 000 camions, ou semi-remorques, qui passent la Manche chaque jour pour aller en Grande-Bretagne. Donc si on n'a pas la tech, c'est à peu près 2 minutes par véhicule. Je vous laisse calculer le nombre de points de contrôle qu'il faut, le nombre de personnes. Et au début, c'est ce qui s'est passé parce que les systèmes n'étaient pas prêts. Et notamment, ils n'étaient pas prêts côté britannique. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a mis en place, et c'est la douane française qui a travaillé là-dessus, la frontière intelligente. Qu'est-ce que c'est la frontière intelligente ? Eh bien, finalement, l'exportateur ou son commissionnaire en douane va préparer les documents douaniers à la maison. Le véhicule va partir. Et le chauffeur, quand il arrive pour charger, pour passer sur le ferry, il va scanner pas son QR code, son code barre qui est sur la déclaration. Et le système va lier automatiquement le code barre à la plaque d'immatriculation du véhicule. Le véhicule passe sur le ferry. Et pendant le trajet, sur des écrans, le chauffeur va savoir si son conteneur est libre de circulation ou s'il doit s'arrêter pour un contrôle. Donc, et à destination, s'il est libre de circulation, il n'a pas d'arrêt et il continue. Et comme ça, grâce à ça, on a fluidifié complètement la chaîne logistique pour aller sur la Grande-Bretagne et on a évité ce goulot d'étranglement. Donc la tech, heureusement qu'elle était là. Aujourd'hui aussi, si on regarde plus loin, on fait des déclarations. Quand on va aux US, quand on va au Canada, quand on va au Japon, on fait des déclarations préalables à l'expédition des containers. Mais ces déclarations, elles sont liées à la sécurité. Mais moi, j'imagine que demain, ces déclarations, elles vont être aussi liées à la douane et qu'à l'arrivée, on va avoir une circulation libre et plus rapide des containers de ce fait-là. Merci Yvan. Eric, je me tourne vers toi. Toi, en tant que banquier, quel regard tu portes sur globalement tous ces enjeux qu'on a évoqués, hein, de décarbonation relative, de traçabilité, de dynamique export aussi, et puis en pratique, comment la tech t'aide à aider tes clients et la filière à exporter? Alors, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. La filière viticole, elle commercialise en gros entre 50 et 60% sur le marché français. C'est un marché français qui est passé en 50 ans 200 litres de consommation par personne à 37 litres. Donc on voit très bien que le sens de la courbe, donc très clairement le potentiel de développement de chaque exploitation, il n'est pas néanmoins, il n'est pas sur le marché français, il est sur l'export. Donc tout ce qui vient d'être dit, c'est comment faciliter toutes ces démarches administratives, toutes ces démarches de sécurisation, de règlement, dans un respect de l'environnement, dans un respect, ça c'est assez nouveau. On ne parlait pas de la décarbonation il y a quelques années, hein, donc c'est assez nouveau. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure j'entendais, on parlait de premiumisation. Ça veut dire qu'il faut intégrer quand même dans ces prix de vente ou dans les types de produits que l'on commercialise, il faut intégrer tous ces surcoûts qui sont là. Ça veut dire qu'on ne peut pas partir à l'export comme ça. Donc pour nous, bien entendu, ça veut dire que vis-à-vis de notre base de clientèle, il y a beaucoup de formation et beaucoup de pédagogie à se dire, vous voulez partir à l'export, c'est très bien, bien sûr, parce qu'en fin de compte, c'est là où vous allez aller chercher de la valeur. Mais néanmoins, il faut-il encore savoir sur quel type de produit, quel type de consommateur, quel prix, comment on assure ces prix. Et ensuite, il y a une multitude d'intermédiaires dont c'est leur métier d'acheminer. Donc, choisissez les bons intermédiaires. La tech, elle favorise tout ça, parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, de manière assez rapide, on a en fin de compte toute une liste d'intermédiaires qui sont déjà préqualifiés et qui permettent d'aller jusqu'au bout sereinement. Mais on ne peut y aller que si, d'un point de vue purement pédagogique, on a bien travaillé en amont. Et ça, je reviens, sans travail amont, on fera rien. Très clair. Un peu pour conclure cet échange, j'ai envie de vous demander votre réaction à tous individuellement. Une question qui, en tout cas, moi, m'interroge. Est-ce que la tech va permettre de dynamiser et peut-être encore plus de démocratiser l'export dans les années à venir, que tout type d'acteurs puisse y accéder demain? Peut-être Marjolaine.
Ben, l'exemple de ce que propose Vino Virtual, ça permet à un viticulteur qui ne peut pas être au four et au moulin, il faut produire du vin, faut soigner la vigne, produire le vin, le commercialiser, peut-être recevoir des visiteurs au domaine pour leur faire déguster, et chercher des marchés à l'export. Donc, avoir les ressources humaines nécessaires pour gérer toute cette activité-là, c'est pas accessible à n'importe qui. Et effectivement, tout le travail en amont qui doit être fait pour de la prospection, de l'étude du marché, tout peut pas tenir dans une seule journée et sur une équipe peut-être restreinte dans un démarrage. Donc, des solutions comme Vino Virtual, comme des places de marché sur de la vente en ligne B2B ou B2C, permet d'accéder à des solutions, des sources d'achat qui étaient peut-être pas disponibles il y a 10 ans, j'imagine. J'imagine. Fabrice, j'imagine que toi, tu es tout à fait d'accord avec ça. Enfin, tu es plutôt optimiste. Complètement, forcément. Oui, je pense qu'on est, on rentre dans une ère, plus particulièrement en ce moment. Alors, on sait que c'est conjoncturel, structurel, peut-être aussi, malheureusement. De fait, quand on voit l'inflation, alors je dis des grands mots là, mais c'est vrai qu'on voit l'export coûte plus cher qu'avant aussi pour accéder sur les marchés. On n'a pas forcément du temps, on n'a pas forcément les compétences. Donc quand vous associez tout ça, ça fait beaucoup pour un vigneron, pour un producteur. Comment peut-il lui vendre, sachant qu'il y a tout ça? Donc c'est vrai qu'en cela, la tech peut aider. Parce qu'elle a, ce sont des outils. Alors bon, c'est vrai que là, je suis branché par ma paroisse, mais de faciliter, de faire gagner du temps, de réduire les coûts, de réduire les déplacements. Quand on cumule tout ça, ça fait beaucoup. Et d'où c'est notre positionnement, c'est d'apporter tous ces outils qui permettent de faire de l'export malgré des compétences, des moyens limités. Voilà. Et donc avec ça, on peut le digital peut être une solution. Ça marche. Yvan, même question. Est-ce que la tech va démocratiser l'accès au marché export? Alors, moi, je trouve que la tech, ça fait très tendance de dire la tech. Moi, j'ai bien aimé ce que Pauline Vicard, qui est intervenue avant, a dit. Et c'est vraiment, il faut voir d'abord ce qu'on veut faire, ce qu'on veut obtenir et comment on veut commercialiser nos produits et vos produits. Et on ne peut pas appliquer les mêmes recettes à tous les produits. C'est-à-dire que là, moi, je suis convaincu que la tech va nous aider. Ça, c'est une évidence et c'est une obligation. Mais est-ce qu'on veut faire de la traçabilité? Pourquoi? Donc, utiliser la blockchain. Est-ce qu'on veut avoir le respect du produit? Et là aussi, la blockchain, qu'est-ce qu'elle peut apporter? Ou est-ce qu'on veut travailler sur l'aspect vertueux? Donc, la tech, elle va vraiment accompagner notre développement et elle va être indispensable pour l'export. Parce que sinon... justement, par rapport à ce que je disais, avec une vision de la société qui aujourd'hui est et c'est une vision qui est assez théorique, parce que dans la pratique, on est content de regarder ce qui se fait chez le voisin, mais on ne le fait pas nous, c'est sur le green. Eh bien, la tech, elle va nous aider justement à faire les bons choix et à déterminer ce qu'on veut faire en fonction de chaque produit. Donc moi, je crois que la tech est essentielle. Elle l'est déjà aujourd'hui, elle le sera encore plus demain. Encore une perspective optimiste. Eric, même optimisme. Ouais, je peux pas mieux dire, parce qu'en fin de compte, tout a été dit. Oui, je suis convaincu que ça va permettre d'accélérer, mais pas n'importe comment, pas n'importe où. Donc oui, et puis pas pour n'importe qui. Ça veut dire que, mais néanmoins, je suis là où je rejoins totalement, c'est que ça veut dire que peut-être que ça poussera des vignerons à se regrouper, ça poussera des offres de services à structurer, consolider pour répondre à toutes les questionnements, tous les besoins, pour permettre en fin de compte d'être plus compétitif, plus rapidement, avec le maximum de sécurisation. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce mot de conclusion. On a peut-être 1 ou 2 minutes pour répondre à 1 ou 2 questions, s'il y en a.
Et sinon, eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle après-midi sur Wine Paris Vinexpo. Très bonne journée.